Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Merci de nous rejoindre pour ce Seul contre tous, deuxième sujet avec Philippe David en direct sur Sud Radio. Philippe et ses invités, bien sûr. Voici le sujet. Plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. C'est Philippe qui vous dit ça. Il en est absolument convaincu. Il assume totalement. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez un avis sur la question. Vous venez en direct sur l'antenne pour le partager. 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Et également internet sudradio.fr. L'hiver est là et le froid se fait sentir, ce qui rend la situation pour ces malheureux, les SDF, plus préoccupante que jamais. Et plus les années passent, plus la situation empire. Il n'y a plus un quai de métro à Paris où on ne voit pas des gens dormir dans des sacs de couchage, sans oublier ceux qui dorment dehors, ceux qui tous les ans causent des décès par hypothermie. Alors seul contre tous, je le dis, plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. Le pire est que parmi ces gens qui dorment dans le métro ou dans la rue, voire dans une voiture ou une fourgonnette, il y a des gens qui travaillent et qui sont dans la situation qui est dite par une expression horrible, des travailleurs pauvres. L'inaction des pouvoirs publics pour les SDF et pour ceux qui ne peuvent plus se loger bien que travaillant est d'ailleurs une honte, quand on pense que dans ce pays, 57% de la richesse nationale passe dans la dépense publique. C'est pourquoi seul contre tous, je dis que plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. En Seine-et-Marne, c'est-à-dire en région parisienne, des SDF qui en ont marre qu'on ne s'occupe pas d'eux, ont décidé de faire un calendrier nu. Vous connaissez, Sophie, le calendrier des dieux du stade? Oui. Eh bien, ce sont des SDF qui ont fait un calendrier en version déshabillée pour appeler au secours quelque part. Ce calendrier, vous voyez, je vais leur faire de la pub, est en vente sur Internet à 15 €, plus 3 € de frais de port. Et en préparant cette émission, j'ai appris combien il y avait de SDF en France. Les SDF, c'est 140 à 150 000 personnes en France, ce qui est la taille d'une grosse ville de province, un chiffre qui ne fait malheureusement qu'augmenter. C'est pourquoi je dis que plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF, car si la politique du logement social est un désastre, sinon 150 000 personnes ne seraient pas SDF, elle est plus efficace pour la construction de CAO, de centres d'accueil et d'orientation, puisqu'il y en avait 451 dès la fin octobre dans toutes les régions de France, hormis la Corse et l'Île-de-France. C'est pourquoi je dis que plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF, et qu'aujourd'hui, une fois de plus, je suis seul contre tous. Face à moi, quelqu'un qu'on connaît bien dans Seul contre tous, Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et comme on a jusqu'au 31, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Et Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, qu'on connaît aussi bien sur Sud Radio dans Seul contre tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux pour 2017 à vous aussi. Meilleurs vœux à vous. Alors, on va commencer avec vous, Samuel Laurent. Plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. Alors, en fait, d'abord, les SDF et les sans-abri, c'est pas la même chose. Donc, ici, il y a 140 000 SDF, ça veut dire des gens qui sont en situation de précarité dans le logement. On peut me dire de grande précarité. De grande précarité dans le logement. Et il n'y a que 10% de ceux-là qui sont sans-abri. Ça veut dire des gens qui sont sur le quai de métro. C'est 14 000 ou 20 000, mais c'est pas 140 000, déjà. Il faut savoir que les solutions qui avaient été mises en place à l'époque du mouvement des enfants de Don Quichotte à Paris, je rappelle ce que c'était, ils avaient mis des tentes sur les bords du canal, alors je sais jamais, c'est le canal de l'Ourcq ou le canal Saint-Martin, dans le 10e, c'est le canal Saint-Martin, et il y avait des milliers de tentes qui étaient tout le long du canal il y a quelques années. Et ils avaient obtenu, donc à l'époque de Christine Boutin, qu'elle promette... Qui était ministre du Logement. Qu'elle promette qu'il y ait 27 000 places qui soient offertes pour résorber la totalité des sans-abri. Et finalement, donc, ils n'ont pas réussi, malgré les 33 millions d'euros qui avaient été débloqués tout de suite, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout du processus et seulement 14 000 places avaient été créées. Et finalement, sur 27 000 promis, c'est-à-dire à peine la moitié. Oui, mais en fait, c'est parce qu'une bonne partie des sans-abri ne voulaient pas aller dans les hébergements qui avaient été proposés, qui étaient des hébergements collectifs de type dortoir, parce que les sans-abri, c'est des gens qui sont déstructurés socialement, qui ont en rupture avec la société, qui veulent pas forcément la vie collective, la vie en collectivité, la vie en dortoir, et donc les solutions qui leur étaient proposées ne leur convenaient pas. C'est des gens qui avaient besoin d'un accompagnement personnalisé, et les solutions qui étaient proposées, c'était le logement collectif.
Et c'est pas du tout la même Ce que vous chose. appelez du logement collectif, c'est du foyer. Du foyer, des dortoirs, etc., des chambres pour 5, pour 6, pour 8. Et comme ce sont souvent des gens qui ont des chiens, les chiens sont interdits dans les centres d'hébergement. Et donc, les solutions d'hébergement qui étaient proposées ne leur convenaient pas. Donc, il y a un travail spécifique à faire pour les sans-abri, c'est un travail aussi avec des éducateurs spécialisés, parce qu'il y a souvent des gens qui sont en grave dépression nerveuse, qui ont besoin d'un soutien social et psychologique très important. Et donc, ça doit avoir une réponse adaptée. La réponse pour les demandeurs d'asile, ce sont des gens qui acceptent n'importe quelle solution d'hébergement. C'est pas des gens qui vont rechigner d'être en dortoir collectif. Ce sont des gens qui acceptent donc une prise en charge qui est au minima. Ça veut dire qu'en réalité, dans les centres d'hébergement où on met les migrants aujourd'hui, il n'y a pas le même taux d'encadrement que pour un public de type sans-abri. Et ce sont des gens qui sont dans un processus, on va dire, transitoire. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour avoir une solution d'hébergement temporaire pour aller vers une insertion dans le logement social ou dans le logement privé tout à fait normal dans peu de temps. Bon. Alors que les sans-abri, souvent, c'est des processus qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est pas le même public, c'est pas le même travail qui est fait. On peut pas opposer les uns aux autres. Il y a deux politiques spécifiques à avoir pour chacune des populations. Et on ne peut pas non plus dire que les quelques peut-être 80 000 places qu'il faut avoir en France pour les migrants, ça serait une dépense colossale à envisager, puisque, juste à titre de comparaison, il y a 85 millions de touristes qui viennent dépenser leur argent en France, chaque année, des touristes étrangers, et qui dépensent 45 milliards d'euros. Bon. Donc si on prend 1% de ce que les touristes étrangers amènent à la France pour... C'est-à-dire 450 millions d'euros. 450 millions d'euros, on héberge tous les demandeurs d'asile en France. Mais là, ils n'amènent pas à la France. C'est ce qu'ils dépensent dans les commerces en France. Hôtellerie, restauration, en l'occurrence, boutiques de souvenirs, je parle de 1%. musée. Je parle de 1%. Oui, Voilà. oui, c'est pour une échelle de somme. Parce que, par exemple, dans ce qu'ils dépensent, il y a quand même 20% qui va en TVA déjà. Hein. Oui. Donc, ils dépensent, on prend 1%, c'est dérisoire sur ce que Ça fait les touristes 450 étrangers, millions d'euros. on a de quoi loger tous les demandeurs d'asile en France, puisque la France est invitée à en prendre en charge 85 000 par l'Union européenne. Aujourd'hui, elle n'en prend en charge que 30 000, donc il y a encore de la marge. L'obligation pour prendre en charge les demandeurs d'asile qui sont reconnus au nom de la Convention de Genève, etc., qui sont reconnus comme des gens qui doivent être pris en charge en termes d'accueil, l'obligation, elle est quand même dérisoire au regard de ce que la France a comme capacité d'accueil de toute façon, puisqu'on n'est qu'un pays de 36 000 communes. Quand l'État a voulu proposer des places d'hébergement, il les a proposées aussi dans des villages. Moi, je viens de la Drôme, on parlait d'un village comme Alex, où on a dit, on peut accueillir des gens dans ce village. Donc, il y a de quoi vraiment proposer des solutions d'hébergement si on les répartit dans l'ensemble du territoire national, mais la ville, sans aucune difficulté. La ville, c'était assez déchiré à Alex, de mémoire. Oui, les gens se déchirent parce que, vous savez, l'idée de vouloir être raciste... parce qu'aujourd'hui, on a un parti comme le Front National qui a le droit d'être invité tous les matins à BFM TV pour faire la propagation de ses idées racistes. Finalement, c'est devenu tellement répandu que les gens n'ont plus aucune honte à s'afficher « je suis raciste, je veux pas de migrants dans ma commune ». Bon, c'est quand même une honte a priori pour l'humanité d'être raciste et de dire « je veux pas de migrants dans ma commune ». Et donc, dans une commune où il y a aucun problème de délinquance, aucun problème de je sais pas quoi, à Alex, d'un seul coup d'imaginer que les quelques racistes du village réussissent à obtenir la vedette en disant « je veux pas de migrants chez moi », c'est assez sidérant. Bon, on est dans un pays où, globalement, la majorité de la population, 80% de la population, n'est pas raciste et ne souhaite pas fermer sa porte à quelqu'un parce qu'il est migrant. Bon, donc, avoir des comportements d'humanité, de fraternité, de générosité, c'est quand même plus ça l'identité française que celle qui consiste à dire je ferme ma porte aux étrangers. Pierre-Henri, rebonjour. Rebonjour. Je parie que vous êtes d'accord avec Samuel Laurent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Avec Samuel Thomas, pardon. Samuel Laurent, excusez-moi. Oui, il est au journal Le Monde, Samuel Laurent. C'est pour ça, excusez-moi. On l'a vu il y a quelques temps, je crois. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas, faut vous recadrer ce matin. Non, mais c'est pour ça, j'ai pas regardé mes notes, je suis parti 2017, directement. c'est pas votre année. Hein. Merci pour moi. Je rigole, oh là là. Donc, Pierre-Henri, vous êtes d'accord avec Samuel Thomas? Alors, d'abord, je pense qu'il convient de ne pas opposer les publics dans leur précarité. Et que la vraie question à se poser, c'est comment un pays comme le nôtre, 6e puissance du monde, on arrive à produire autant de précaires.
Vous soulignez tout à l'heure, avec juste raison, qu'il y avait, et quelles que soient les différences que l'on peut observer, qu'il y avait près de 130 000... 140 à 150 000. Oui, Et c'est une population très difficile à chiffrer. Absolument. 130 000 personnes qui étaient aujourd'hui SDF, sans domicile fixe. Eh bien, il faut d'abord s'interroger sur les politiques qui produisent ce type de situation et savoir comment y remédier. Je vous rappelle tout de même que dans ce pays, il y a un peu plus de 5 millions de chômeurs. 6 millions même. Oui, vous voyez, moi je reste mesuré. En tout cas, si je prends les chiffres de Pôle emploi, on est à 5 200 000. Si vous avec prenez les chiffres de Pôle vos emploi statistiques, on est à 6 millions. Si je considère le nombre de personnes au seuil de pauvreté, on arrive à 8-9 millions dans ce pays. Et donc ça produit, c'est énorme. C'est énorme. Et je crois que c'est cela d'abord qui est inacceptable. Et vous savez, moi je suis républicain. Donc dans la devise républicaine, il y a un mot sur lequel je voudrais m'attarder, c'est celui de fraternité. Et la fraternité, ça commence d'abord à traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même en cas de difficulté. Et donc être pris en charge lorsque on est démuni de tout, lorsqu'on reste à la rue avec tous les dangers de la rue, ça paraît nécessaire. Et vous savez, moi, je ne sais pas faire a priori la différence entre un sans domicile fixe de souche, entre guillemets, et puis quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier élément. Agir sur les politiques publiques, sur l'économie, pour faire en sorte que il y ait moins de précaires. Et puis, je sais bien que c'est dans l'air du temps que d'opposer les publics, les migrants, de trouver des boucs émissaires plutôt que de s'attaquer au vrai sujet. Ce n'est pas en martyrisant les uns que l'on va réparer la situation des autres. Ce n'est pas en laissant ou en refusant de prendre en charge des migrants, qui est un mot d'ailleurs valise, qui ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il y a des migrants politiques, des migrants économiques, des réfugiés de guerre, c'est quand même pas la même chose. Il y a des personnes qui arrivent dans notre pays, qui fuient des situations de guerre, et parce que nous sommes insérés dans un corpus juridique au niveau international, que nous avons signé des conventions internationales, nous sommes dans l'obligation de les prendre en charge. Ensuite, qu'il y ait des règles du jeu pour savoir si on reste ou pas sur le territoire, c'est une autre question, c'est une autre politique publique. Mais je crois qu'il ne faut donc pas tout mélanger et vouloir, encore une fois, opposer les précarités. On va au standard au 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Grégory de Paris qui veut intervenir. Bonjour Grégory, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio dans Seul contre tous. Bonjour Grégory, bienvenue sur Sud Radio et jusqu'au 31 janvier on le fera. Meilleurs vœux à vous et à vos proches. Bonjour à tous et bonne année aussi à vous tous. Alors moi j'aime bien le discours de monsieur qui disait que les mecs du Front National sont des racistes. Je sais pas si c'est mieux d'être bisounours on va dire. Mais, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Les plus gros demandeurs d'asile en France, vous savez c'est quelle nationalité? C'est les Albanais. Non. Ce sont les Albanais. Et les Albanais... Non, mais ça, vous avez écouté BFM ce matin, vous. Décidément, BFM en prend pour son grade. Oui. Alors, attendez, on vous écoute, Grégory, nos invités vont réagir après. L'Albanie n'est pas en guerre. Après, nous savons que 90% des demandeurs d'asile sont déboutés. Ils sont jamais expulsés, donc tous ceux que les migrants, les fameux clandestins, parce que j'aime pas le terme migrant, parce que ça fait un peu nova langue, on va dire. Et donc c'est des clandestins, ce ne sont pas des migrants. Et 90, c'est des chiffres de l'Europe et de l'Allemagne. 80% des migrants qui arrivent depuis 2 ans ne fuient pas la guerre. Ils fuient juste ces trucs économiques. Alors ils rentrent pas du tout dans le cadre des asiles politiques. Donc après, j'aime bien entendre les beaux discours bisounours de ces messieurs, mais ça veut strictement rien dire leurs chiffres et leurs paroles. Qui viennent voir à Paris, moi j'habite à Montparnasse, qu'ils aillent dans les petites rues qui sont entre Montparnasse
et le périphérique, ils verront tous ceux qui habitent dans leur voiture pour loger, parce que c'est vraiment des travailleurs pauvres, et qu'on ne peut pas loger, puisqu'on doit loger des personnes dites qui demandent l'asile politique et qui n'en sont pas du tout. Alors écoutez, merci beaucoup Grégory de votre témoignage. Je vais faire réagir nos invités. Qui est-ce qui veut commencer? Vous voulez commencer, Pierre-Henri? Oui. Alors les Albanais, là, je sais pas, la première... Non, mais je disais que Vous avez parlé d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de télévision, radio. non, mais où la leader du Front National s'exprimait ce matin, où elle a employé cet argument sur les Albanais, je ne sais pas. Alors je sais pas, moi je l'ai pas vu, parce que nous on était en studio. Écoutez, aujourd'hui, il y a un conflit à nos portes. Le conflit syrien qui a provoqué un peu plus de 4,5 millions de réfugiés. Dont 3 millions se trouvent en Turquie, dont quelques centaines de milliers se trouvent au Liban. Au Liban et en Jordanie. Et nous avons reçu l'année dernière en Europe 1 million de personnes en provenance principalement de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, mais également de dictatures avérées, de l'Érythrée, du Soudan, etc. Et ce qui est très clair, c'est que la plupart de ces personnes répondent bien des situations relevées par la Convention de Genève et sont éligibles à l'asile. Ensuite, je voudrais rappeler à monsieur que Grégory, que le terme de migrant, c'est pas un gros mot. Le terme de migrant, on est considéré comme migrant international par l'Organisation des Nations Unies à partir du moment où on quitte durablement son pays, 1 an, et on franchit la frontière d'un autre pays éventuellement pour s'y installer. Donc, c'est-à-dire qu'un Français qui va travailler à Londres, il est considéré comme migrant. Alors, il est considéré comme migrant, même si on va l'appeler plutôt expatrié dans notre langage, ça fait mieux. On va dire expat pour les intimes. Voilà, expat pour les intimes. Donc, sur les demandeurs d'asile, je rappelle à Grégory que, par exemple, pour l'année dernière, le taux de reconnaissance et d'élection au statut de réfugié pour les personnes qui viennent de Syrie ou les personnes qui viennent d'Érythrée, ça avoisine les 90-95% d'éligibles, contrairement à ce qu'il dit. Ensuite, qu'il y ait un problème de politique publique pour savoir ce que l'on fait des personnes qui sont déboutées de l'asile. Ça, c'est un vrai sujet. Une très grande majorité n'est jamais expulsée. C'est un vrai sujet. Et ça, Grégory dit vrai. Et là, il dit vrai. C'est vrai que les personnes qui sont déboutées de l'asile, pour beaucoup, ne repartent pas. On estime plutôt à 10% le nombre de gens qui repartent soit de façon volontaire, soit de façon accompagnée, et c'est un vrai sujet de politique publique. Donc il y a bien 90% qui restent. Oui, mais 90%, il faut savoir de quoi? Des personnes qui sont déboutées. Du droit d'asile, c'est ça, ce que disait Grégory. Et il y a un vrai sujet autour de ça que nous n'avons pas su régler depuis plus de 30 ans, et sur lequel, effectivement, il faut pouvoir discuter. Mais il y a aussi des questions qui se posent avec les pays d'origine. Comment fait-on pour renvoyer éventuellement quelqu'un vers un pays d'origine si ce pays ne reconnaît pas son ressortissant? Premier élément. On a vu le cas notamment en Allemagne avec le terroriste qui a roulé en camion à Berlin. Vous avez raison. Il avait un passeport tunisien, la Tunisie ne l'a pas reconnu comme son ressortissant et donc il est resté en Allemagne. Déjà, le problème se posait à partir de l'Italie puisqu'il avait fait 4 ans de prison en Italie. Et moi, je dis très clairement ici que je n'ai aucun problème avec le retour des personnes qui sont déboutées dès lors que le retour ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, elle encadre les retours, elle donne un certain nombre de droits, et notamment celui de ne pas être torturé en cas de retour dans le pays d'origine, celui de vivre une vie familiale normale. Eh bien, je dis que, nonobstant l'encadrement de la Convention européenne des droits de l'homme, le retour des personnes déboutées dans leur pays d'origine est une question qui se pose de façon légitime.
Jusqu'à 11h, nous parlons des migrants, des SDF avec ce sujet de Philippe David qui vous dit ce matin, plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis sur la question au 0826 300 300 et vous passez en direct sur l'antenne avec Philippe et ses invités. Laissez aussi vos commentaires et vos votes sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez le Seul contre tous avec Philippe David avec ce sujet. Plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. C'est Philippe qui vous le dit, qui l'affirme. Et vous pouvez réagir évidemment. Vous avez jusqu'à 11h pour le faire en nous appelant au 0826 300 300 sudradio.fr. Claire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous êtes 51% à être d'accord. C'est un score assez serré quand même. Et vous avez quelques commentaires. Enfin, on en a un de Valen. Oui, Alors, on l'a jamais eu celui-là. De quelqu'un. Sur sudradio.fr. Oui, c'est vrai, c'est un certainement un nouvel auditeur, je pense. ou une nouvelle auditrice, parce que Valène, oui, on sait pas. c'est un On peu sait neutre, pas vraiment, c'est vrai. Il nous dit meilleurs vœux. Bon bah, meilleurs Merci vœux. aux meilleurs Pareillement. vœux de Valène. Petite question, les migrants d'aujourd'hui ne seront-ils pas les SDF de demain? Que va-t-on en faire demain? Voilà, ça, c'est une la vraie question. Alors, je vais faire déjà réagir Samuel Thomas, je vous ai pas appelé Samuel Laurent ce coup-là, pour le coup de fil de Grégory, et ce qu'il disait, c'était quand même juste, et Pierre-Henri l'a reconnu, 90% des déboutés du droit d'asile ne repartent pas. Ça pose quand même problème, non? En fait, il faut juste ramener tous ces chiffres à une proportion tout à fait réaliste. C'est-à-dire, la France est un pays de près de 65 millions d'habitants. 65,9 a priori au fin janvier 2014, c'est tombé la semaine dernière. Voilà, qui a été parfaitement capable, quand il y a eu une volonté nationale, d'accueillir 1 million de personnes en une année en 1962. Oui, mais là c'était la fin de la guerre d'Algérie. Ouais, justement, c'était parce qu'il y avait une volonté d'accueillir correctement 1 million de personnes. Et surtout, il y avait le plein emploi. C'est un pays quand il le veut. De toute façon, l'arrivée d'une population crée de l'emploi. C'est un pays, quand il le veut, qui a des capacités d'accueil. L'Allemagne est un pays à une taille un petit peu supérieure à celle de la France, qui a choisi d'accueillir 1 million de demandeurs d'asile. Ce qui fait pas l'unanimité en Allemagne. Il faut savoir que ça, en attendant, Angela Merkel, qui l'a assumé, a gagné encore les élections en interne à son parti, et donc c'est pas du tout quelque chose qui lui est reproché par les électeurs de son parti. Mais elle n'a pas gagné les élections dans les Länder. Elle n'a peut-être pas gagné les élections dans les Länder. En attendant, c'est un pays qui a une capacité d'accueil qui a été mis à l'épreuve là pour accueillir 1 million de personnes, quand en France on en accueille moins de 80 000. Et il faut savoir que les capacités d'accueil, ça dépend de la volonté politique d'un pays. Donc si aujourd'hui la France se mettait à accueillir autant que l'Allemagne a accueilli, par exemple, même des gens du Kosovo, puisque la population, ce n'est pas albanaise, la première catégorie de population étrangère par nationalité qui vient demander l'asile, c'est les gens du Kosovo. Il y a eu un conflit au Kosovo. Alors au Kosovo, il y a deux ethnies, il y a les Albanais, enfin pas des ethnies, il y a deux populations, les Albanais et les Serbes. En l'occurrence, donc la première population, c'est il y a un millier de demandeurs d'asile qui viennent du Kosovo. En France, 1000. Voilà, c'est pas. Donc, et en l'occurrence, donc si on fait référence aux années de la guerre de Yougoslavie, la guerre entre la Bosnie, la Croatie, la Serbie, à l'époque, la France avait accueilli très peu de populations qui fuyaient la guerre, alors que la majorité avait été accueillie en Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est une tradition quand même, au cours des dernières périodes, qui, quand il y avait des gens qui fuyaient la guerre, était un pays d'accueil massif. Et l'Allemagne ne s'en est pas très mal portée. Oui, parce que l'Allemagne a une démographie qui est en berne depuis 50 ans. Peut-être, mais d'avoir accueilli des dizaines ou des centaines de milliers de gens qui venaient de la guerre de Yougoslavie n'a pas empêché l'Allemagne de rester un pays avec une grande croissance, avec une grande capacité économique, etc. Au contraire, aujourd'hui, le choix de l'Allemagne qui est de dire, nous, on accueille des populations qui sont par ailleurs des camps qui ont des capacités de travail. Donc quand on redoute l'idée qu'un demandeur d'asile reste en France, c'est aberrant, parce que c'est quelqu'un qui vient avec une capacité de travail, qui va contribuer à la richesse d'un pays parce qu'il va travailler. Or, en l'occurrence, les demandeurs d'asile sont des gens qui ont une énergie qui les a rendus capables de traverser des frontières, une force humaine pour surmonter les épreuves qui fait de ces gens-là des ressources dans un pays comme le nôtre. Un pays vieillissant a besoin de sang neuf avec de l'énergie. Et je suis désolé, mais les migrants, c'est du sang neuf avec de l'énergie. Alors, donc, je voudrais juste terminer sur cette histoire que le Front National s'intéresse d'un seul coup, donc cet électeur-là, s'intéresse d'un seul coup aux gens qui dorment dans sa rue, dans une voiture à Montparnasse. Vous savez, il y a quelques jours, une petite annonce qui est parue dans un petit journal, Le Bon Coin. C'est pas un journal, c'est un site internet.
Voilà, un journal internet qui dit voilà, je suis Franck, je suis SDF depuis 7 ans. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'héberger, etc. Et il y a une vieille dame qui a dit bah moi j'accueille volontiers ce SDF chez moi. Elle prend contact avec ce Franck. En réalité, c'était chargé de communication du Front National qui avait posté cette annonce pour faire croire, d'accord, que les SDF s'en prenaient aux migrants, parce que dans l'annonce il y avait écrit est-ce qu'il faudrait que je devienne demandeur d'asile pour qu'on s'occupe de moi? Bon, et donc on voit bien cette manipulation du Front National qui prend des cas précis de gens qui souffrent, qui les manipule, voire qui les fabrique pour essayer d'opposer les Français sans-abri aux demandeurs d'asile. Et on voit bien là, depuis le début de l'existence de ce parti, cette idée de toujours vouloir s'attaquer aux étrangers en faisant croire qu'il est du côté des pauvres Français, ce qui n'a jamais été le cas, puisqu'il faut savoir que Le Pen est une milliardaire qui n'a jamais donné un centime de sa fortune, enfin millionnaire plutôt, qui n'a jamais donné un centime de sa fortune pour aider qui que ce soit parmi les pauvres Français. Donc on voit bien qu'on est à chaque fois dans la manipulation pour essayer de faire croire qu'on est pour les pauvres, alors qu'en réalité on n'a jamais levé le petit doigt pour les pauvres. Alors, il y a un point, c'est le message de Bvalen qui était intéressant. Est-ce que ces migrants qu'on prend, ça va pas devenir des SDF? On parlait du problème du travail. Vous avez fait le parallèle avec l'arrivée des pieds noirs et de quelques harkis, parce qu'on les a malheureusement pas tous rapatriés à la fin de la guerre d'Algérie. À la fin de la guerre d'Algérie, en France, il y avait 5% de croissance par an, il y avait le plein emploi. Vous preniez par exemple Samuel Thomas, l'Allemagne qui accueille des migrants. L'Allemagne, il y a 4% de chômage, 4,2% je crois. On en est très très loin en France. L'Allemagne, contrairement à la France, elle n'est pas désindustrialisée. Et la France, elle n'a pas une sous-natalité chronique comme l'Allemagne en a une depuis 50 ans. Pierre-Henri, on ne peut pas comparer la France et l'Allemagne. Non mais... d'abord, il faut arrêter de valoriser le modèle allemand. Mais c'est pas moi qui le valorise. Alors là, vous pouvez me faire confiance. Qui est un modèle de précarité totale. Je rappelle que quand je dis qu'en France, il y a des travailleurs pauvres, 8 millions de personnes qui sont au c'est 13 millions en Allemagne. C'est 13 à 14 millions en Allemagne. Il faut tout de même le rappeler, avec une multitude de petits boulots. Donc, je vous coupe, des boulots payés 400 € par mois pour 48 heures de travail par semaine. Oui, on a même vu arriver des boulots. Le job à 1 euro de l'heure. À 1 euro de l'heure. Et d'ailleurs, les migrants ont quand même une très grande vertu pour l'Allemagne, c'est que ça leur a permis de passer le travail à 80 centimes de l'heure pour les migrants. Oui, absolument. Ça doit être la nouvelle inflation à l'allemande. Juste un tout petit retour. En fait, le thème dont on débat là, il n'est pas très nouveau, parce qu'il y a 40 ans, le slogan du Front National, c'était quoi? C'était 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés en trop. Ah donc ça fait il y a au moins 40 ans, parce que les 2 millions de chômeurs, on les a atteints en 1982. Non, c'était il y a 40 ans. Ah oui, il y a 40 ans. Vous avez dit il y a 20 ans, je crois. Donc c'est non, il y a 40 ans. Ben, si j'ai dit il y a 20 ans, c'est une erreur. Il y a 40 ans, c'était le slogan de Le Pen père. Bon. Sauf que, mais il faut savoir de quoi on parle. Demandeurs d'asile, on demande l'asile. Réfugiés, on a obtenu l'asile. On reste sur le territoire, on a un titre de séjour validé de 10 ans, validé, avec un accès au travail. Et ça, c'est important. Alors à quel travail? Eh bien au départ, on occupe des emplois que les Français ne souhaitent pas occuper. Mais ça existe encore, les emplois que les Français ne souhaitent pas occuper, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs. Regardez les statistiques. L'année dernière, il y a aux environs de 300 000 emplois qui n'ont pas été pourvus. Pourquoi n'ont-ils pas été pourvus? Mais parce que ce sont des emplois dans des secteurs en tension, sous-payés, avec des horaires décalés. Et qui va faire ce type de travail? Qui va aller occuper ce type de travail? Eh bien, les derniers arrivés. C'est très clair, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet. Excusez, mais c'est un peu ce que Marx, ça date pas d'aujourd'hui, appelait le lumpenprolétariat, le prolétariat en haillons. En tout cas... faire venir des gens, c'est faire un nouveau prolétariat en haillons. Il ne s'agit pas de faire venir des gens. On ne fait pas venir des gens. Il y a aujourd'hui, non mais parce qu'il faut préciser les choses, il y a une immigration régulière qui rentre dans ce pays à divers titres. Au titre du travail, c'est très peu. Chaque année, il y a 20 000 personnes qui rentrent pour le travail avec un permis de travail. Les autres, ils rentrent à différents titres. Et vous avez 70 000 personnes qui rentrent, qui sont des étudiants, et ça, c'est pour la prospérité de nos écoles, de nos universités. Vous avez
40 à 50 000 personnes qui rentrent dans notre pays parce qu'ils épousent un Français ou une Française et que, de fait, ils ont le droit de venir ici, de résider ici, de travailler ici. Et donc, il faut vraiment distinguer les situations. Et je vous parlerai ensuite d'un autre élément qui est que le fait d'avoir un nom d'une origine différente de la nôtre, et bien souvent, c'est un plafond de verre. C'est une discrimination qui va s'attacher simplement au fait que l'on vient d'ailleurs. Vous savez, à égalité de diplôme, on retrouve 3 fois plus de chômeurs parmi les personnes qui sont étrangères en France. Je dis bien étrangères en France. Et il faudrait aller regarder d'un peu plus près pour aller voir, y compris combien de nos compatriotes qui sont issus d'une famille venant de l'immigration sont eux-mêmes discriminés dans l'accès à l'emploi. On va aller au standard de Sud Radio 0826 300 300 et nous accueillons Pierre qui nous appelle de la Dordogne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bienvenue bonjour sur Sud Radio et meilleurs vœux à vous, bonne année, bonne santé dans le Périgord donc. Voilà. Donc en ce début d'année, là, je voulais faire, disons, un petit peu des vœux. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on regarde du petit côté de la lorgnette. C'est-à-dire que oui, il faut faire tout ce qu'il faut pour l'immigration, il faut faire tout pour nos SDF. Mais le problème, c'est d'où cela vient-il? Votre interlocuteur, tout à l'heure, disait que c'était une richesse pour notre pays d'accueillir ces migrants. Moi, je trouve que c'est consternant parce que c'est l'appauvrissement de leur pays. Ces personnes qui viennent chez nous apporter quelque chose, ce sont bien souvent les plus riches, les plus aisés, les plus instruits qui viennent jusque chez nous. Et chez eux, il ne reste que malheureusement ceux qui ne peuvent rien faire. Donc nous appauvrissons des continents par des guerres, par des profits au niveau, disons, du minerai, au niveau du sous-sol. La population... Vous voulez parler du pétrole, par exemple? Je parle du pétrole, je parle des par mines, exemple, je parle de beaucoup de choses. Si l'on pouvait avoir une vision un petit peu altruiste, faire quelque chose chez eux, je parle pour les dizaines d'années qui viennent, plutôt que d'y dire bienvenue, ces migrants chez nous, ils nous apportent de la richesse. Non, créons de la richesse chez eux de façon altruiste, pas comme on l'a fait au niveau des colonies, là c'est épouvantable, mais apporter quelque chose gratuitement chez eux, parce qu'à chaque fois que nous prenons 1 million d'émigrés, il y en a je ne sais pas combien qui naissent dans ces pays-là, et qui gagnent même pas 1 euro ou 2 euros par jour. Et quand on voit des reportages sur les routes de l'extrême, où on voit les gens, on voit dans leur pauvreté, mais c'est absolument impossible de les laisser hier au soir, je vous coupe, dans le Danakil, c'est une région de l'Éthiopie, il y avait un reportage à la télévision sur les gens qui cultivent le sel, qui transportent à d'autres dromadaires. Au niveau des conditions de travail et des conditions sociales, c'était quelque chose d'absolument, mais inimaginable. C'est inimaginable. Et si on pouvait avoir une vision un petit peu altruiste pour aider ces gens, mais c'est une décision politique qu'il faut faire. Et plutôt que se badailler comme votre interlocuteur contre le Front National, dont je ne fais pas partie, donc je n'aime pas, mais ne voyons pas de la politique à court terme. Ces émigrés les plus riches, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour payer les passeurs, tout ça, ce sont les plus riches qui viennent nous voir. Et c'est les plus pauvres qui restent chez eux. Donc ayons au moins une politique pour aider ces gens, pour faire quelque chose chez eux. Parce que de toute façon, c'est pas possible que une toute petite minorité de peuple ait de l'argent et que les autres cassent du sel ou vivent dans des conditions épouvantables. Voilà ce que je voulais dire. Mais Pierre, je vais vous faire réagir brièvement sur ce point. Est-ce que vous ne croyez pas que le principal problème de la cause de l'émigration, outre les guerres, c'est également l'explosion démographique du tiers-monde? Bien sûr, bien sûr. Et qui aurait un besoin, plutôt que d'exporter des armes, par exemple, d'exporter la contraception, serait peut-être une très bonne méthode pour résoudre ces problèmes-là. Et d'exporter nos industries, mais de façon altruiste, sans vouloir, à chaque fois, on investit quelque chose pour récupérer quelque chose. Mais ça ne peut pas durer, ça. Il faut aider ces gens à vivre et à se développer chez eux pour que les plus brillants de chez eux restent chez eux pour faire quelque chose pour leur pays et non pas pour nous, pour en bénéficier.
Merci beaucoup Pierre de votre témoignage. À nouveau, meilleurs vœux du côté du Périgord, une région excellente pour la bonne chair. Hein. C'est pas la malbouffe dont on parlait pendant la première heure, ma chère Sophie. Alors plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. C'est ce que vous nous dites, Philippe David. Et vous avez jusqu'à 11h également avec les invités de Philippe pour réagir au 0826 300 300 et sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Merci de nous rejoindre si vous arrivez, c'est Seul contre tous. Philippe David est là tous les matins entre 9h et 11h pour Seul contre tous et jusqu'à midi pour le grand référendum. Mais on n'est pas encore là. On parle des SDF et des migrants. Plutôt que d'héberger les migrants, hébergeons nos SDF. C'est ce que vous dit Philippe. Il l'assume totalement. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos réactions au 0826 300 300. Et ça se passe aussi via Internet avec notre site sudradio.fr. Claire, est-ce que ça bouge un peu ou pas? Eh bien, vous êtes 55% à être d'accord avec Philippe. Beaucoup de commentaires sur Facebook, notamment... par exemple, Laurence qui est entièrement d'accord avec vous, Philippe David. Également d'autres personnes qui sont d'accord, d'autres qui disent hébergeons les deux, pourquoi les opposer. Didier qui dit l'État, le gouvernement devrait avoir un budget alloué à cet effet. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas y aller aussi par peur de vol ou par peur de laisser leur animal. On a su trouver des milliers de logements et des structures en très peu de temps pour accueillir les réfugiés et qu'ils en fassent autant pour ces personnes. Merci pour tous ces commentaires qui sont les bienvenus et également les appels au 0826 300 300. Tiens, où nous appelait Pierre de la Dordogne, Samuel Land, et Pierre, ce qu'il disait, c'était très intéressant. Quelque part, tous ces gens qui sont diplômés, qui sont formés, qui viennent en France, c'est autant de personnes formées qui quittent ces pays et qui finalement empêchent le développement de ces pays. Oui, et une fois qu'ils sont ici, qu'ils soient formés là-bas ou qu'ils soient formés ici par leur travail, ce sont des personnes qui sont les ressources essentielles du co-développement. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple... Ça marche pas terrible, le co-développement. Ça marche terrible, justement, quand c'est fait par des associations villageoises, par exemple de Maliens de Montreuil, qui aident leur village d'origine au Mali et qui ont une capacité à cerner exactement quels sont les besoins de leur village d'origine en termes d'infrastructure, en termes d'économie, en termes d'éducation, et qui apportent une aide qui est la plus efficace au développement de leur village, plus efficace que celle des fonds de la coopération nationale ou même de la coopération décentralisée. On s'est rendu compte à chaque fois que quand un projet de développement dans un pays, dans un village d'Afrique était porté par des ressortissants de ce village qui ont acquis des expériences professionnelles en France et qui utilisent ces expériences professionnelles pour pouvoir aider leur village, c'est très efficace, que ce soit pour l'électrification, que ce soit pour tout un tas d'autres domaines ou même l'éducation. Et donc en réalité, il ne faut pas opposer l'accueil des migrants à l'aide aux pays du Sud, au contraire, parce qu'il faut mettre en place un système de bonification des aides apportées par les migrants qui aident leur pays d'origine avec des fonds publics. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel des sommes financières qui sont employées pour le développement économique du Sud sont apportées par les migrants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voyez quelqu'un qui gagne 1 000 euros dans le bâtiment à Montreuil et qui va envoyer 300 euros par mois à son village, d'accord, ça va représenter une somme considérable au final, globalement qui arrive au Mali par les migrants eux-mêmes, et que c'est avec cet argent-là que les gens payent leurs factures d'EDF par exemple. Bon, et il faut savoir que cette contribution... Mais cet argent envoyé au Mali ? Oui. Non, c'est pas EDF qu'on paye au Mali, c'est EDM. C'est EDM. Voilà. Mais en l'occurrence, l'électricité du Mali, tout ça appartient finalement grosso modo au groupe EDF, comme qui possède beaucoup d'électricité dans la planète. En attendant, ce que je veux dire, c'est que le développement économique des pays du Sud est aussi assuré grâce aux migrants, et il faudrait au contraire utiliser les ressources humaines qu'il y a dans les populations qui sont migrantes pour pouvoir monter des projets et des infrastructures et des économies dans les pays d'origine. Ça veut dire aller en soutien aux projets qui sont portés par les gens qui connaissent bien la réalité de leur village d'origine, de leur ville d'origine. Et dès lors que la paix va être rétablie en Syrie, eh bien, il faudra s'appuyer sur ces personnes-là en disant, bon, pour aller reconstruire, au lieu d'aller payer une multinationale comme Bouygues pour reconstruire votre ville, autant s'appuyer sur des gens qui sont issus de là-bas et qui vont être capables de reconstruire ou de rétablir des activités économiques parce qu'ils en viennent, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont une connaissance des cultures et de la manière de faire aboutir des projets là-bas. Pierre-Henri, je vous ai vu sentir réagir quand Pierre, on parlait de l'explosion démographique de ces pays qui pose un immense problème aussi. Oui, mais c'est un vrai sujet. Mais d'abord, auparavant, je voudrais rappeler que le développement n'a jamais stoppé la migration.
il faut arriver à un certain niveau de stabilisation et de revenus par tête pour que la migration cesse. Je dirais même que le développement, dans un premier temps, accélère la migration. C'est pour ça que quand j'entends très souvent développement, oui, bien sûr, on ne peut être que favorable au développement. Mais le développement, il y a aussi un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est celle de la gouvernance, c'est les infrastructures. Les infrastructures, c'est le partage des richesses. Et puis, oui, vous posez un problème qui est un problème important, qui est devant nous pour les 20 prochaines années. Si je prends, par exemple, la zone du Sahel, les 10 pays qui constituent la zone du Sahel... Mali, Mauritanie, Niger, etc. Eh bien, vous avez un taux aujourd'hui de fécondité par femme qui est de 7 enfants par femme. Alors, je coupe. Le taux de fécondité, c'est pour nos auditeurs, c'est le taux de fécondité synthétique, c'est-à-dire avec la mortalité infantile à 1 an. C'est-à-dire qu'il y a 7 enfants par femme après mortalité infantile. Voilà. Et évidemment, c'est l'endroit du monde qui est aussi le plus pauvre. Donc, vous prenez les deux éléments réunis et c'est un cocktail, si j'ose dire, véritablement explosif. Donc, il y a là un véritable sujet de débat, de co-construction avec les pays du Sahel. Je regardais les déclarations la semaine dernière du président Issoufou, président du Niger, qui disait « Je veux ramener le taux de fécondité par femme en 2020 à 2,5 ». C'est une déclaration intéressante, mais qui évidemment ne peut aller qu'avec des moyens. Si vous permettez, Indira Gandhi avait une politique de dénatalité, ça lui a valu d'être chassée du pouvoir. Oui, mais bien sûr. C'était il y a 40 ans. C'était en Inde, évidemment. Ça heurte un certain nombre de représentations. Pourtant, il y a là une question essentielle qu'il va falloir travailler sur des décennies. Et on n'impose pas un destin à un peuple. Il faut travailler avec eux. Parce que c'est notre sécurité commune dont il dépend. La sécurité des pays, évidemment, de la zone sahélienne, et puis notre propre sécurité, parce que quand vous n'avez rien à donner à manger à votre population, eh bien, vous nourrissez, évidemment, les groupes terroristes qui sont à l'œuvre dans la région. Il y a donc là une question absolument centrale, et où de multiples acteurs ont des responsabilités premières. Il s'agit bien évidemment des dirigeants des pays d'origine, et puis il s'agit aussi de notre propre responsabilité en termes de partage des richesses. Mais alors, on a beaucoup parlé de la jungle de Calais ces derniers temps, qui est en train a priori de se reformer petit à petit. N'allons pas trop vite tout de même. Qui revient quand même. On va dire qu'elle avait été évacuée, mais elle commence parce que l'évacuation de la jungle de Calais n'a jamais signifié la fin des routes migratoires vers la Grande-Bretagne. C'est bien là le problème. Alors, je vais citer, c'est Thierry Velu, c'est le président du groupe Secours Catastrophe français, qui avait dit, ils aident les SDF, nous, ça fait 5 ans qu'on se bat contre un gouvernement totalement fantôme sur le sort des personnes SDF. Parmi celles-ci figurent des personnes que j'appelle des primo-arrivants. Ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, par un accident de la vie ou un défaut de moyens financiers pour se loger, se retrouvent dehors. Ces personnes ont besoin d'un coup de pouce pour justement qu'ils puissent rebondir. Et actuellement, ce coup de pouce n'existe pas. Comment est-ce que vous expliquez, Samuel Thomas, que pour aider ces SDF, c'est Thierry Velu, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, eh ben, il n'y a pas de coup de pouce pour eux leur filer un coup de main. En fait, gouvernement fantôme, le mot est fort. En fait, il faut bien intégrer. Il y a toujours une grande différence entre, c'est vrai, les grandes annonces qui sont faites pour apporter des solutions d'hébergement, et puis leur mise en œuvre, parce que il y a tout un tas de barrières. Et le barrière, c'est pas nécessairement le gouvernement qui les dresse, mais c'est souvent les communes. Ce que je veux dire, c'est que quand on décide qu'il faut qu'il y ait 25% de logements sociaux dans toutes les communes, et que vous avez un certain nombre de maires qui disent désolé, moi je construirai pas de HLM sur ma commune parce que je ne veux pas de pauvres chez moi. Ça, c'est la loi SRU qui rend obligatoire, mais ils payent les amendes. Ils payent des amendes. Bon, elles sont dérisoires. Et donc, ils continuent d'empêcher la construction de logements sociaux sur leur commune. Cette année ou l'année dernière, il y a eu 105 000 logements sociaux seulement qui ont été construits. Mais c'est une faillite, le logement social en France. Donc, il est sûr que si on veut
permettre à tous ceux qui ont besoin d'un logement sans devoir, on va dire, donner la totalité de leur salaire pour payer le loyer, il faut construire des logements sociaux. Et les logements sociaux, ils sont abondés par l'État. Peut-être que la part de l'État doit être plus importante pour qu'il y ait beaucoup plus d'incitation à construire de logements sociaux. Après, le fait qu'il y ait des communes qui, même si il y a des collecteurs du 1%, ou même si il y a des organismes publics de logements sociaux, voilà, qui sont prêts à construire des logements sociaux sur leur commune, qui les refusent, alors que ça va augmenter, on va dire, le nombre d'habitants de leur commune, donc ils devraient être fiers d'avoir une commune qui grossit, mais ils ne veulent pas d'une certaine catégorie de population, et notamment parmi les gens qui bénéficient aujourd'hui du droit opposable au logement. Il y a 100 000 personnes qui sont demandeurs du logement par le droit opposable au logement. Et parmi ces gens-là, et donc qui sont souvent des gens qui sont... Boutin, c'était dans la loi sur le logement de Christine Boutin, le droit opposable au logement. Le droit au logement opposable, le droit d'allo. En tout cas, ça existe depuis plusieurs années en France et ça fonctionne. Il y a 90 000 ou 100 000 personnes qui demandent à bénéficier du logement par l'application de la loi et à qui on fait des propositions de logement, et enfin pour une partie d'entre eux. Et parmi eux, donc il y en a, donc c'est vrai, 34% qui sont des étrangers non européens. Et ça va justifier beaucoup de réactions racistes de communes qui disent voilà, moi je veux bien donner des logements à des gens dans ma ville, mais pas à des Arabes, pas à des Noirs. Bon. Et ces politiques racistes-là de certain nombre de communes ne sont pas aussi claires que celles du Front National qui le dit ouvertement, mais qui sont menées donc contre le logement social parce que je ne veux pas d'immigrés dans ma commune. Et donc c'est aussi ça la logique, on va dire de la xénophobie, du rejet des pauvres, etc. Tout ça, ça fait partie d'un bloc de gens qui disent je ne veux pas exercer la solidarité nationale pour une certaine catégorie de population, je n'en veux pas chez moi, je préfère les envoyer sur la commune d'à côté. Et c'est ça le problème, c'est pas simplement la politique du gouvernement. Pierre-Henri, quand on parle de gouvernement fantôme sur le sort des SDF, c'est un humanitaire qui en parle. Ça vous inspire quoi? Oui, alors je connais pas ce monsieur. Au passage, il est inconnu dans le paysage humanitaire, donc bon, peu importe. La vraie question, c'est celle que je posais au départ. Quelle politique publique de prise en charge de la précarité et comment fait-on pour éviter cette précarité? Je rappelle comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Oui, mais je rappelle qu'un SDF aujourd'hui à la rue, c'est un équivalent annuel, un coût annuel de 17 000 €. Vous savez, avec 17 000 €. Comment, par quel biais? Mais parce que un SDF à la rue, ça veut dire qu'il va fréquenter l'hôpital, les urgences, qui va susciter donc c'est le des coût déplacements. Pour la collectivité, c'est 17 000 €. Le coût pour la collectivité, c'est 17 000 € par an par SDF. Vous savez, avec 17 000 €, on fait des choses formidables pour prendre en charge. D'abord, on peut, y compris donner une résidence à ces personnes, les installer dans un lieu avec un toit, ce qui est quand même beaucoup moins précaire, beaucoup plus protecteur pour les personnes, et avec beaucoup une moins douche, cher. des sanitaires, etc. Et des études économiques existent là-dessus qui montrent qu'en réalité la prise en charge coûte beaucoup moins cher que le délaissement auquel on assiste. Donc voilà, nous allons être placés dans quelques mois devant une série de choix. Eh bien, toutes ces questions-là seront sur la table. Et ce n'est sans doute pas en opposant une nouvelle fois les publics qu'on va résoudre ces questions qui taraudent la société française depuis plus de 40 ans. Il nous reste peu de temps. Comme vous voyez, ces SDF qui ont fait un calendrier nu, mais bon, on ne voit rien, hein, je vous rassure. Dans la Seine-et-Marne, parmi eux, il y a Jérémy le chaudronnier en janvier, Doriane la cuisinière en février, Georgie à l'air roumaine, le forestier en mars, Patrick le contrôleur en avril, etc., etc. 15 € pour 3 € de frais de port. Samuel Thomas, vous avez envie de l'acheter? Bah oui, d'abord parce que ils ont de l'humour. Et donc aussi devant la misère et la souffrance, d'avoir de l'humour, ça permet finalement de continuer d'avancer et de dire voilà, on va quand même être un pays un peu optimiste et arrêter de souffrir et de se lamenter de notre souffrance, mais aussi de dire voilà, on va aller de l'avant, ça c'est sympa. Pierre-Henri, vous avez envie de l'acheter? Oui, un acte individuel, mais surtout moi je reste très attaché au système de solidarité
que nous finançons, vous, moi, nous, tous ensemble, autour de cette table, autour de cette table, dans ce studio, pour faire en sorte que ce type de situation n'arrive pas et qu'on n'ait pas besoin de se foutre à poil pour essayer de... Ceux qui font la promotion disent, comme on est à poil toute l'année, on le fait pour un calendrier. J'ai trouvé que ça avait beaucoup d'humour. C'est pour ça que je leur ai fait un coup de pub. Au-delà de l'humour, je pense que c'est d'abord au système de solidarité qu'il faut s'attacher de préserver. Merci beaucoup Pierre-Henri. Je rappelle que vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Merci beaucoup Samuel Thomas. Vous êtes président de l'association de la Maison des Potes. Meilleurs vœux encore à vous. Sophie. Plutôt que d'héberger les migrants hébergeant nos SDF, le résultat de ce que vous nous disiez, mon cher Philippe David, sur sudradio.fr avec Claire. Eh bien, on termine ce sondage avec 57% de personnes qui sont d'accord avec vous, Philippe. Et donc, vous n'avez jamais été seul contre tous, quasiment. J'ai perdu hier le deuxième sujet. Oui, mais je parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. Mais arrêtez de parler du passé. Mais moi, je tiens les comptes. Il faut avancer, voir plus loin. Et l'avenir, c'est le grand référendum. Dans un instant, sur Sud Radio. Merci.